Bonjour, Monsieur Mbelou. Bonjour Monsieur Etienne Ngandou. Ah voilà, bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, Joseph Kabila a brisé son silence en accordant un entretien à la presse congolaise le samedi 28 juillet dernier. Il y a déclaré qu'il examinait toutes les voies pour rétablir la paix dans l'est du pays, évoquant notamment des solutions politiques, militaires et diplomatiques, ou même les trois. Tout d'abord, comment avez-vous trouvé la prestation de Joseph Kabila face à la presse? C'est une prestation qui ne m'a pas beaucoup intéressé. Je connais ce discours-là par cœur et je n'ai pas accordé beaucoup d'attention à cette sortie médiatique. Je vais m'expliquer. Déjà, au début du mois de décembre 2004, le même monsieur avait tenu un discours public au cours de laquelle il avait fait la déclaration suivante. Depuis quelques jours, les forces armées du Rwanda ont violé notre territoire en traversant la frontière commune par plusieurs entrées dans la province du Nord Kivu. Pour justifier leur aventure criminelle, les responsables rwandais avancent le prétexte de la chasse aux groupes armés rwandais sur le territoire de la République démocratique du Congo. Chers compatriotes, je voudrais vous rappeler que ce problème des groupes armés, qui n'a pas été créé par le peuple congolais, a servi de prétexte à la guerre que le Rwanda a menée contre notre pays depuis 1998 et qui a contribué à déstabiliser dangereusement la région des Grands Lacs. De cette aventure criminelle dénoncée en 2004 au secret de Polichinelle qu'il venait de dénoncer dernièrement, il n'y a pas eu de grandes avancées du point de vue juridique. Pourquoi peut-il aujourd'hui évoquer la solution diplomatique, la solution militaire, la solution politique et exclure la solution juridique ou judiciaire avec tout ce que nous avons aujourd'hui comme documentation attestant que notre pays est agressé. Déjà en 2004, ce monsieur-là parlait de l'aventure criminelle du Rwanda. Ce texte, vous savez le lire dans le livre de Charles Onana, Ces tueurs Tutsis, au cœur de la tragédie congolaise, à la page 162. Vous vous rendez compte, monsieur Etienne Ngandou, que le discours de ce monsieur-là n'a pas changé du tout et qu'il déploie beaucoup d'efforts pour écarter la solution juridique qui pourrait témoigner qu'en fait, notre pays est agressé et qu'il s'en soucie. Or, dans le cas présent, qu'est-ce qui se passe? Le M23 participe de la légitimation de son pouvoir après le coup d'État du mois de novembre 2011, le coup d'État administratif qui a eu lieu après les élections de novembre et décembre 2011. Vous comprenez que je ne puisse pas accorder un seul instant une quelconque importance au discours que débite ce monsieur-là. Mais quel est selon vous le but de cette opération de communication en ce moment précis? Parce que je rappelle que ça fait 3 mois que cette situation a commencé et il observait un silence et tout le monde demandait qu'il s'exprime par rapport à cela. Mais pourquoi en ce moment précis? Bon, pour nous distraire. Il a choisi le moment précis pour nous distraire. Et devant le fait que l'agression rwandaise et ougandaise, d'ailleurs on parle de plus en plus aussi de l'implication du Burundi, par le fait que cela devient davantage un secret de Polichinelle, il a cru nous séduire en faisant cette communication-là, alors qu'il est parmi
ceux qui ont lutté pour que le dossier du Rwanda déposé à la Cour internationale de justice puisse en être soustrait. Vous voyez, il faut avoir toute cette histoire en tête pour comprendre la comédie qui est en train de se jouer à la tête de notre pays aujourd'hui. Et à lire les réactions sur Internet de plusieurs compatriotes, l'on remarque que plusieurs sont surpris de constater qu'après plus de 10 ans de pouvoir, Joseph Kabila n'arrive pas à se débarrasser de son parler mécanique. Et au-delà même de la question de la maîtrise de la langue française, il donne l'impression de ne pas bien maîtriser les sujets dont il parle. Avez-vous remarqué cela aussi? Mais j'ai l'impression qu'à un certain moment, nous nous laissons distraire par ce monsieur-là, parce que lui n'est pas venu chez nous pour habiter le pouvoir politique et aider notre pays à aller de l'avant. Au contraire, il a une mission à laquelle il participe avec brio. C'est là que je ne partage pas beaucoup les points de vue des compatriotes qui s'acharnent à dire s'il est un bon ou un mauvais président. Il me semble que ce n'est pas là la question. Est-ce qu'il exécute la mission qui lui a été confiée et convenablement? Je réponds oui. Il participe de l'extermination de nos populations, de la clochardisation de nos populations, du pillage de nos ressources du sol et du sous-sol. Et ce travail-là, il assume convenablement. Mais comment expliquez-vous qu'une partie de l'élite congolaise puisse se choisir un tel personnage comme leader politique? Je parle notamment de ceux qui sont dans ce qu'on appelle la majorité présidentielle. Monsieur Tengandu, je n'ai cessé de vous répéter que cette élite-là, il faut la dénommer ainsi, est une élite comprador. C'est une élite qui participe de la vente de son pays pour pouvoir jouir des miettes qui tombent des tables des oligarchies d'argent qui pillent le pays et qui ont mis sur pied un réseau transnational de prédation. Donc c'est une petite élite comprador et jouisseuse, inutile, fanfaronne, et puis bon, une élite qui a perdu tout sens des réalités et qui n'a aucune envie à pouvoir se documenter sur ce qui se passe dans son pays pour qu'elle prenne une part active de l'émancipation de ces pays-là des forces de la mort. Donc, selon vous, ce choix de la soumission en quelque sorte à Joseph Kabila, c'est un choix de facilité ou bien c'est uniquement, bon, comme on dit chez nous, la politique du ventre? Il y a tout ça, c'est la politique du ventre, et puis qui se ressemble, s'assemble, voilà. Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé les rebelles du M23 à cesser leur avancée vers Goma. Est-ce normal que la communauté internationale soit ainsi réduite à supplier une rébellion supplétive du Rwanda? Monsieur Tengandu, essayez de relire l'actualité internationale telle qu'elle se déroule aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte, comme moi, vous serez aussi peut-être surpris comme moi, que ces pays qui nous ont toujours dit qu'ils défendent la démocratie, les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, sont presque tous aujourd'hui en train de soutenir les rébellions et les terroristes. Donc ce n'est pas simplement au Congo qu'ils le font. Et j'ai même l'impression que la période que nous sommes en train de traverser nous révèle la véritable nature de ces pays qui nous ont menti pendant des siècles, qu'ils travaillaient pour l'humanisation de notre monde. Comment voulez-vous que les pays qui se sont plaints à un certain moment, qui ont dit qu'ils luttaient contre les terroristes, puissent aujourd'hui, à travers le monde, soutenir les rebelles et les terroristes? Ils ne le font pas tout simplement chez nous. Ils le font en Syrie, ils l'ont fait en Libye, ils le font au Mali, ils le font au Soudan, ils le font à travers beaucoup de pays du monde aujourd'hui. Le Rwanda réfute toutes les accusations de soutien aux rebelles du M23. Dans sa réponse à un rapport d'experts de l'ONU, l'accusant de soutenir les rebelles du M23,
Kigali a soumis au Conseil de sécurité un document écrit rejetant point par point les éléments de preuve apportés par les rapports de l'ONU. La réponse du Rwanda court sur plus de 130 pages, ce qui peut paraître insolite, hein, puisqu'on sait que les annexes du rapport couraient sur à peu près 40 pages. C'est cela? Oui. Ben, cela pose la question sur les modes de fonctionnement de ces régimes qui mettent autant de soins à apporter une réponse sur ce qui paraît évident, son soutien à la rébellion en RDC. Quels sont selon vous les modes de fonctionnement de ces régimes? C'est un régime qui fonctionne sur fond de mensonges et des mythes. Vous savez que ce régime-là s'est construit un mythe selon lequel ceux qui le dirigent font partie de la race supérieure, une race appelée à pouvoir gérer les mines du roi Salomon à travers la sous-région des Grands Lacs. Mais pour pouvoir défendre un mythe, pour pouvoir aider un mythe à se survivre, il faut un recours permanent au mensonge et à la violence. Lors de l'une de ces sorties médiatiques, l'un des membres créateurs du FPR, M. Théogène Rudasingwa, affirmait ceci: le Rwanda est un pays malade. Il disait aussi ceci, que pendant longtemps, ils ont vendu des mensonges au monde, aux journalistes, aux professeurs d'université. Et M. Théogène Rudasingwa disait que si les Rwandais voulaient que leur pays puisse repartir sur de nouvelles bases, ils doivent se guérir de ce mensonge-là et se convertir à la vérité, faire la vérité sur leur passé et rompre avec le mensonge. Or, avoir le travail qui se fait, nous ne sommes pas sortis de l'auberge avec ce régime-là. Et quand vous lisez le livre de Pierre Péan, publié en 2005, si je ne m'abuse pas, le livre est intitulé Noir Fureur, Blanc Menteur. Dans les 10 ou 15 premières pages, Monsieur Pierre Péan évoque un historien rwandais qui essaye un peu de justifier comment ce pays, avec sa direction actuelle, est en train de s'enfoncer dans le déni de la réalité et dans un mensonge permanent. Donc c'est important à savoir. Et puis quand vous examinez les différents rapports qui ont été élaborés sur ce régime, à commencer par le rapport Gersony de 94, vous vous rendez compte que ce régime n'a toujours fait que nier les évidences. Donc ce qu'il fait maintenant ne surprend pas du tout. Donc c'est un régime qui bâtit toute sa politique sur les mensonges en quelque sorte. Tout à fait, tout à fait. Voilà, l'avancée du M23 sur Goma paraît inexorable, comme l'annoncent les agences de presse internationales. Et Roger Miss a même indiqué au Conseil de sécurité que la rébellion est mieux armée et équipée que l'armée congolaise. Que pensez-vous de cette situation? La ville de Goma tombera-t-elle? La ville de Goma peut ou n'est pas tomber. Il me semble que ce n'est pas là le problème. Le problème est le suivant. Qui agresse le Congo? D'où viennent les armes dont dispose le M23, qui est un groupe de rebelles? Comment est-ce qu'un groupe de rebelles peut disposer des armes beaucoup plus performantes que celles de tout un gouvernement? C'est-à-dire, il y a là une mise en scène de mauvais goût que nous devrions analyser sérieusement. En essayant d'écouter certains compatriotes qui sont au front, ce qui se passe réellement, c'est ceci. Le monsieur qui est à la tête du pays dont nous avons parlé au début de cette émission, ayant constaté
Il qui ne s'agit jouit bien pas, de Joseph Kabila, c'est de lui qu'il oui, s'agit. qui ne jouit pas d'une grande légitimité populaire, a conçu cette guerre avec ses amis. N'oubliez pas que le M23 est une émanation du CNDP et que le CNDP était membre de la majorité présidentielle. Monsieur Etienne Ngandou, dès que nous oublions ces histoires-là, nous ne comprenons pas ce qui se passe. Donc, c'est le CNDP, membre de la majorité présidentielle, le CNDP dont certains militaires ont participé aux différentes procédures de mixage et de brassage, c'est une partie de ce CNDP-là qui s'est détaché pour faire la guerre afin de récupérer la légitimité perdue de leur ami qui est à la tête de notre pays. Il faut toujours avoir en tête cette façon de faire là. Alors, tout ce bon monde jouit de l'appui, du soutien des parrains qui font partie de ce que vous appelez le Conseil de sécurité ou la communauté internationale. Monsieur Etienne Ngandou, n'oublions pas que la guerre d'agression permanente faite contre notre pays est une guerre des grandes puissances. Je vous rappelle encore une fois le titre de l'un des livres de Pierre Péan, Carnage, les guerres secrètes des grandes puissances. Un livre publié il n'y a pas très longtemps. Mais il y avait déjà le livre de Colette Brackman, intitulé Les nouveaux prédateurs, politique des puissances en Afrique centrale. Dès que nous oublions ce fonctionnement de la fameuse communauté internationale qui crée des guerres à travers le monde pour pouvoir organiser la prédation, nous perdons de vue une lecture qui pourrait nous permettre de mieux comprendre ce qui est en train de se passer. Très bien. L'Église catholique a organisé le 1er août une marche contre la balkanisation avec le soutien du gouvernement. C'est ainsi que Radio Okapi a titré. Et l'impression qui s'en dégage est qu'en voulant pas donner aucun relief politique à cette action, l'Église n'a pas su mobiliser massivement. Bon, au sujet de la mobilisation, moi j'ai lu qu'à Kinshasa, il y avait au moins 100 000 chrétiens et chrétiennes dans la rue. J'ai essayé d'échanger avec les confrères de Kinshasa qui m'ont dit que la mobilisation était une réussite. Mais c'est une marche qui pose quand même certaines questions. Marcher contre la balkanisation, c'est-à-dire quoi? On peut encore comprendre que l'Église organise des journées de prière, des journées de méditation sur ce qui se passe. Mais si elle a à mener des actions de grande envergure, elle devrait parler beaucoup plus de l'agression que notre pays subit que de la balkanisation. La balkanisation est une conséquence, pourrait être une conséquence. D'ailleurs, moi, je n'aime plus tellement parler du terme balkanisation. Je préfère le terme émiettement de notre pays. L'émiettement ou le démembrement de notre pays est une conséquence de la guerre d'agression entretenue chez nous depuis les années 90. Alors, quand vous vous en prenez à une conséquence et que vous ne remontez pas à la cause majeure qui conduit à cette conséquence-là, j'ai l'impression que vous mettez la charrue avant les bœufs. Heureusement que les membres de la hiérarchie de l'Église catholique ont promis qu'ils pourront compléter ces actions déjà menées par d'autres actions diplomatiques au niveau national et international. Espérons qu'ils pourront aller loin avec cette façon de faire. Oui, M. Mbelou, quand je dis manque de relief politique, c'est qu'on a comme l'impression que l'Église n'a pas voulu... elle a tout fait pour plaire au pouvoir, hein, elle n'a pas voulu se fâcher avec le pouvoir. Quand le secrétaire général de la SENCO déclare notamment ceci, cette marche n'est pas pour un parti politique, c'est la marche de l'unité du peuple congolais pour dire non à la balkanisation. Nous invitons nos fidèles catholiques à être vigilants pour démasquer toutes les personnes qui viendront pour perturber ou mettre les désordres
Mais lorsqu'on fait ce genre de déclarations dans les contextes politiques actuels qu'il y a à Kinshasa, on voit bien que voilà, on ne veut pas se fâcher avec le pouvoir. Mais est-ce que nous ne pourrons pas mettre cela au compte des méthodes de lutte que l'Église a choisies, et elle a opté pour des méthodes qui aillent dans le sens d'une grande mobilisation. N'oubliez pas que l'Église catholique, c'est au moins 47 diocèses à travers tout le territoire national. Si cette Église veut quand même arriver à une grande mobilisation de nos masses, à l'éveil des consciences, est-ce qu'il ne serait pas politiquement correct qu'elle puisse recourir aux méthodes qui ne fâchent pas le pouvoir, de façon qu'elle réussisse sa mobilisation? Et j'en profite pour ajouter quand même une idée qui me semble être un défi. Est-ce que, avoir la façon dont l'Église a procédé, est-ce qu'on ne pourrait pas poser la question du manque des partis de masse dans notre pays? Quel est ce parti politique qui, au Congo, pourrait être aujourd'hui capable de mobiliser les masses populaires dans les coins et recoins de notre pays? Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il y en a un qui a osé aller dans ce sens-là? Donc, je dis, l'Église a peut-être opté pour une politique qui lui paraît plus efficace, des méthodes qui lui paraissent plus efficaces dans le sens de la mobilisation de nos populations, mais c'est un défi lancé aux acteurs politiques. Pourquoi eux ne sont-ils pas capables aujourd'hui de mobiliser nos populations dans les coins et les recoins de notre pays et pour pouvoir sauver ce pays-là du désastre où il est en train de patauger? Mais encore faudrait-il qu'on les laisse la liberté de s'exprimer, puisqu'on a vu que toutes les initiatives qui ont été prises à Kinshasa, notamment par Clément Kankou, par SID, toutes ces manifestations ont été interdites. Oui, mais qui va lui permettre de faire quoi? Une lutte de libération nationale n'attend pas la permission de qui que ce soit. Cela d'autant plus que ce pays-là est géré aujourd'hui par une constitution qui est claire sur ces questions de manifestation. Si les acteurs politiques attendent que demain, ceux qui luttent contre la souveraineté nationale de notre peuple, ils puissent leur permettre de pouvoir se mettre debout, ils attendront longtemps. La liberté s'arrache et elle ne se donne pas sur un plateau doré. Très bien. L'envoyé du président français Yamina Ben-Guigui a rencontré au cours de son séjour à Kinshasa Joseph Kabila et d'autres officiels congolais. Elle a promis de faire rapport de sa mission à François Hollande. Cette mission était-elle utile à votre avis, puisque les missions diplomatiques sur place à Kinshasa connaissent toutes les réalités qu'il y a au pays? Il arrive que du point de vue diplomatique, les hommes et les femmes au pouvoir puissent à un certain moment privilégier les contacts d'homme à homme ou de femme à femme. Mais bon, ça fait partie aussi de la théâtralisation politique dans nos pays. Quand nous savons par exemple que la France n'a pas une politique particulière au Congo en marge de celle que pratique l'Union européenne, je ne trouve pas l'opportunité de ce voyage-là, à moins qu'on puisse le lier à l'organisation de ce qu'on appelle la francophonie. Encore une histoire bidon et inutile qui fait couler beaucoup d'encre inutilement. Je me pose la question de savoir quand on pourra organiser dans un pays occidental un sommet sur la lingalophonie ou la chilubaphonie ou la swahiliphonie ou la kikongophonie.
nous sommes tellement aliénés que nous ne comprenons pas que tous ces sommets ne nous avancent en rien. On s'acharne à pouvoir défendre, à pouvoir se battre comme si la France ne participait pas à l'organisation politique de l'Union européenne. C'est un pays qui fait partie de l'Union européenne, qui est au courant de tout ce qui se passe chez nous. Mais il y a une politique d'affilissement, d'abattardissement de nos populations qui se mène à travers toutes ces actions-là. Maintenant, par exemple, les hommes au pouvoir osent chez nous voudraient nous convaincre que du point de vue international, ils jouissent quand même d'une certaine légitimité, comme si la légitimité politique s'octroyait de l'extérieur et ne venait pas directement de population, des masses populaires. Vous voyez un peu. Mais la francophonie, donc vous n'y croyez pas du tout, comme... Non, je n'y crois pas, je n'y croirai jamais. Ce sont des concepts bidons qui n'ont pas leur raison d'être. Qu'une langue nous permette de communiquer comme nous le faisons maintenant avec un grand nombre, qu'une langue nous permette d'entrer en contact avec les différents citoyens du monde, j'estime pour moi que ça s'arrête là, qu'on puisse organiser des sommets qui tournent autour de cette langue-là, alors que nous avons nos langues vernaculaires sur lesquelles on n'a jamais osé organiser, ne fût-ce que un débat national. Donc, c'est un point de vue qui peut paraître déplacé, mais il y a dans cet acharnement à pouvoir faire partie de la francophonie une certaine aliénation mentale qui ne dit pas son nom. Et cet envoyé spécial de François Hollande, elle s'est contentée de tenir des propos pleins de généralités, trahissant son manque de connaissances évident du dossier congolais. Cela n'indique-t-il pas les manques d'intérêt que suscitent les drames congolais face à d'autres événements comme le printemps arabe par exemple? Mais vous savez, peut-être qu'une autre fois nous reviendrons sur le printemps arabe, parce que j'ai l'impression que chez nous, nous sommes restés focalisés sur les images du début de ce printemps arabe et nous ne sommes pas beaucoup intéressés sur les développements qu'il y a eu après. La récupération, par exemple, de l'Égypte par les frères musulmans, ce n'est pas le fait d'un hasard. Qui a orchestré le printemps arabe? On en parle tellement comme si ce n'était qu'une réussite, alors que on se rend compte de plus en plus aujourd'hui que ça a été orchestré par les mêmes maîtres du monde pour pouvoir donner le pouvoir en Égypte, par exemple, aux frères musulmans. Ce n'était qu'une parenthèse. Monsieur Tiengandou, l'intérêt que ces messieurs ou ces dames pourraient avoir pour notre pays ne sont que des intérêts, n'est qu'un intérêt, ou tout ce qu'ils ont chez nous comme intérêt, ne sont que des intérêts platement économiques. Je pourrais même dire des intérêts platement économicistes, dans la mesure où tout ce qu'ils entreprennent, c'est pour s'en mettre plein les poches. Cela d'autant plus que leurs pays sont en train de connaître une crise très sérieuse, une crise fomentée par les oligarchies d'argent. Qu'ils s'intéressent à notre pays ou pas, ce n'est pas cela qui rentre dans leurs préoccupations majeures. Leur préoccupation majeure, c'est comment, en étant fondé sur le néolibéralisme, faire du profit en moindre coût dans ce pays-là qui regorge de beaucoup de matières premières, du bois rare, de l'eau, du soleil, et ainsi de suite. Du moment que cela leur est garanti, le reste, ce n'est pas leur problème. Voilà, très bien, Monsieur Mbelou. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci bien, Monsieur Etienne Ngandou, et à la semaine prochaine. Voilà, très bien, au revoir. Au revoir.